невозможно перевести фа. Dès le plus jeune âge, l'individu n'a jamais été formé à utiliser sa propre puissance intérieure. Et ce n'était nullement un hasard. Dès qu'il a appris à parler, l'être humain a été systématiquement détourné de cette capacité innée, sommé d'être docile, de rester tranquille, d'obéir et de se fier à des systèmes externes qui, en réalité, n'avaient aucune idée de son monde intérieur profond. La société a inculqué la conviction que l'énergie est une ressource exclusivement externe, se manifestant dans les fils électriques, les mécanismes, les calories alimentaires ou les prises domestiques. Jamais, cependant, on n'a souligné sa présence dans la propre respiration, la pensée ou l'effort de volonté de l'individu. Pourtant, les civilisations anciennes possédaient une compréhension bien plus profonde. La divinité de la sagesse, gardienne du temps et des connaissances secrètes, n'a pas seulement laissé derrière elle des mythes et des légendes. Elle a transmis à l'humanité une méthode concrète, une technique précise qui, dit-on, est capable de révéler cette force subtile et insaisissable qui régit toute chose. Il s'agissait de l'énergie non pas comme un concept métaphorique, mais comme une substance réelle, contrôlable par une intention focalisée et une attention consciente. Ces doctrines, jalousement gardées pendant des siècles par des écoles secrètes et délibérément supprimées par de puissants empires, décrivaient un univers où la pensée est la force formatrice de la réalité, et où la fréquence engendre des formes spécifiques, transformant l'homme d'une victime passive des circonstances en un architecte actif de sa propre vie. Il y avait une raison impérieuse pour laquelle les sages anciens n'ont pas laissé d'instructions directes, étape par étape. Au lieu de cela, ils ont habilement codé leurs connaissances dans des mythes, des symboles polysémiques et des histoires profondes. Celui dont il est question n'était pas seulement une figure légendaire. On affirmait qu'il était le véritable architecte de la sagesse elle-même. Les Grecs, à leur tour, l'appelaient Hermès Trismégiste, ce qui signifie le 3 fois grand. Les célèbres tablettes d'émeraude portent encore son nom. Et les fragments, cachés dans ces textes anciens, représentent quelque chose de bien plus précis et concret qu'un simple mythe. C'est quelque chose qui ressemble à une technologie avancée de l'esprit, un système holistique conçu non pas simplement pour interagir avec l'énergie, mais pour fonctionner comme de l'énergie. Une telle approche n'était pas une religion au sens traditionnel du terme. Elle n'exigeait pas d'acte d'adoration. C'était plutôt un profond alignement, une harmonisation. Les enseignements de Tao n'appelaient pas à une foi aveugle. Ils incitaient l'homme à se souvenir d'une vérité fondamentale. L'univers, à sa base, n'est pas constitué de matière statique, mais d'un mouvement continu. Ils affirmaient que la vibration est la cause première de toute chose. Et celui qui maîtrise l'art de diriger cette vibration se transforme d'un serviteur passif de la réalité en son véritable maître. Le principe hermétique, selon lequel tout est pensé, ne représentait pas seulement une abstraction philosophique ou une construction spéculative. Il était pris au pied de la lettre. Absolument tout ce qui existe prend son origine dans l'esprit. Chaque forme, chaque champ énergétique, chaque phénomène est d'abord formé par la pensée. La conscience, selon ses enseignements, n'est pas un sous-produit de l'activité cérébrale. Elle est la source première de toute chose. Et les pensées de l'homme ne sont nullement vides ou éphémères. Elles servent de sorte de plan, laissant des empreintes indélébiles sur le champ même de la réalité. C'est ici que prend son origine la technique de Tao. Elle ne débute pas par des rituels externes ou des événements aléatoires, mais par une profonde prise de conscience intérieure. Dans sa tradition, la pensée était considérée comme une fréquence spécifique, l'intention comme une force motrice et l'émotion comme une onde porteuse. Ensemble, ces trois composants formaient une puissante trinité, capable d'influencer les champs énergétiques tant à l'intérieur du corps humain qu'à l'extérieur. Ce n'était pas une description métaphorique, c'était une mécanique précise. L'homme, qu'il en soit conscient ou non, est essentiellement un émetteur. La question est seulement, effectue-t-il cette émission consciemment ? Les civilisations anciennes croyaient profondément qu'une pensée focalisée, purifiée des impuretés de la peur ou du doute, était capable de transformer la structure énergétique de l'espace lui-même. Elles affirmaient que la matière n'est rien d'autre que de l'énergie condensée, et que cette énergie réagit avec sensibilité à l'influence de l'esprit. De telles vues ne sont pas une fantaisie oubliée ou une fiction mystique. Au contraire, c'est une réalité qui trouve confirmation dans les découvertes scientifiques modernes dans des domaines tels que les champs quantiques, la cymatique et la bioénergie. Par exemple, la célèbre expérience de la double fente a clairement démontré que la présence d'un observateur conscient modifie les résultats au niveau quantique. La cymatique, à son tour, prouve de manière convaincante qu'une fréquence donnée est capable de réorganiser la matière, lui donnant de nouvelles formes. Et les recherches dans le domaine de la science du biochamp confirment que le corps humain émet une signature électromagnétique mesurable, qui change dynamiquement en fonction des pensées et des émotions de l'individu. Cependant, il y a quelque chose que les gens n'ont jamais été informés. La société a été habituée non seulement à oublier,
mais aussi à ridiculiser activement ce genre de connaissances. Elles étaient considérées comme pseudo-scientifiques, mystiques, totalement non pertinentes. La raison n'était pas l'absence de vérité dans ces enseignements, mais au contraire, son excès. Plus les systèmes anciens se révélaient précis et efficaces, plus on s'efforçait de les faire tomber dans l'oubli. Les institutions qui contrôlent la pensée moderne ne craignent pas les superstitions. Leur véritable peur est la précision. Et la technique de Tho n'était rien d'autre que l'incarnation de cette précision même. Il existe certains éléments de cette méthode dont les exposants ne peuvent pas parler librement sur cette plateforme. Une partie de ces connaissances est tout simplement trop sensible pour une discussion ouverte. Ce plan, ou plutôt cet ancien enseignement, n'a pas été créé pour être suivi aveuglément et sans réserve, mais pour que l'humanité puisse s'en souvenir, éveiller en elle les vérités enfouies. Dès que l'individu entame le processus de remémoration, le monde, qui était auparavant perçu comme immuable et solide, commence progressivement à révéler sa malléabilité. Soudain, ses propres pensées ne semblent plus aléatoires et décousues. La respiration n'est plus ressentie comme un simple acte physiologique, mais comme un flux continu d'énergie. Le corps, autrefois perçu comme un simple réceptacle, se transforme en un récepteur sensible. La manière dont l'homme parle, dont il bouge, dont il dirige sa conscience, tout cela commence à révéler sa véritable fonction profonde, la gestion des flux énergétiques. L'individu cesse de demander passivement à la vie de changer et commence à réaliser qu'il est l'agent actif de ces changements. La question se pose: pourquoi ces connaissances ont-elles été cachées? Pourquoi les enseignements de Tho ont-ils été scellés dans des symboles et enveloppés de mystères? Cela n'a pas été fait pour les dissimuler à l'humanité, mais pour empêcher leur utilisation abusive. Car entre de mauvaises mains, une force immense se transforme inévitablement en un instrument de contrôle et de suppression. En même temps, entre les mains de ceux qui sont prêts, elle devient un puissant moyen de libération. C'est pour cette raison que les anciens initiés étaient soumis à des épreuves rigoureuses avant de leur transmettre les enseignements sacrés, non pas pour limiter l'accès aux connaissances, mais pour s'assurer de leur véritable préparation et maturité. Et maintenant, ces enseignements refont surface, se manifestant non pas dans d'anciens temples ou sur des tablettes de pierre, mais dans le propre souvenir de chaque être humain. L'individu ne découvre pas quelque chose de complètement nouveau, il révèle ce qui a toujours été présent en lui. Et si les pensées d'une personne n'étaient pas exclusivement personnelles? Et si chaque fois qu'elle ressentait de l'anxiété, de l'espoir, de la peur ou qu'elle rêvait, elle transmettait quelque chose dans le tissu même de la réalité? La société nous a habitués à croire que la pensée est invisible, qu'elle se produit dans un espace caché entre les neurones, étant sûre, abstraite et inoffensive. Cependant, la pensée est de l'énergie, et l'énergie, par nature, est en mouvement constant, vibre et interagit avec tout ce qu'elle touche. Quand Tho affirmait « tout est pensée », il ne recourait pas à des métaphores poétiques. Il révélait le code source fondamental de la réalité elle-même. Chaque pensée humaine porte une fréquence spécifique. La qualité de cette fréquence dépend directement de son état émotionnel, de son niveau de concentration et de ses systèmes de croyances subconscients profonds. Une pensée fugace, remplie de peur, vibre bas, de manière chaotique et faible. Mais une pensée concentrée, fusionnée avec une confiance tranquille, vibre de manière cohérente et est capable d'exercer une influence significative sur le champ électromagnétique entourant le corps. L'homme ne pense pas seulement à l'intérieur de son crâne. Il crée des distorsions subtiles, mais perceptibles, dans le champ énergétique qui entoure son corps physique. C'est ce que la science moderne appelle désormais le biochamp. L'esprit humain ne se limite pas aux limites de sa peau. Il rayonne. Et ce n'est pas seulement du mysticisme. C'est mesurable. Les scanners EEG démontrent clairement que les fréquences des ondes cérébrales varient en fonction des pensées et des états de conscience de l'individu. Les études sur la variabilité de la fréquence cardiaque montrent comment des états émotionnels cohérents, tels que la gratitude et la clarté, influencent le rythme électromagnétique du cœur. Ce rythme, à son tour, affecte le cerveau. C'est une sorte de boucle de rétroaction. La pensée influence le sentiment influence l'énergie, et l'énergie, à son tour, influence la pensée. Lorsque tous ces composants s'alignent, le système interne de l'homme entre en état de résonance, et son influence sur le monde extérieur s'en trouve considérablement amplifiée. C'est cette connaissance qui était accessible à Tho. C'est elle qui a été retirée de l'éducation moderne, remplacée par l'apprentissage mécanique et la recherche de validation externe. Les civilisations anciennes n'avaient peut-être pas de machines complexes, mais elles possédaient une observation profonde. Elles comprenaient que lorsque quelqu'un pensait clairement et avec une intention précise, sa présence modifiait la réalité environnante. Les récoltes étaient plus abondantes. Les maladies reculaient. L'espace était ressenti différemment. Les temples n'étaient pas construits simplement comme des lieux de culte, mais comme de puissants amplificateurs de fréquences.
Chaque colonne, chaque forme, chaque son était conçu de manière à manipuler l'énergie. Les chambres sonores en Égypte ne créaient pas seulement un écho. Elles accordaient. Et qu'est-ce qui était accordé? L'homme lui-même. Cependant, l'outil le plus puissant de tout n'était ni la pierre ni la géométrie complexe. C'était l'homme lui-même. Le système humain est un organisme énergétique complexe, capable à la fois de transmettre et de recevoir des informations vibratoires. La respiration module ce système. La voix le projette. L'intention le dirige. Lorsque l'homme apprend à aligner ces éléments, ses pensées cessent d'être passives et deviennent des instruments précis. Des instruments qui, lorsqu'ils sont focalisés, peuvent influencer non seulement son humeur. Ils sont capables de modifier la probabilité des événements. On nous a appris à considérer notre monde intérieur comme un effet secondaire des circonstances extérieures. Mais en réalité, c'est le point de départ de tout. Chaque résultat qu'une personne a jamais expérimenté a commencé comme un certain schéma de pensée et d'émotion. Consciemment ou non, l'individu ne s'est pas simplement retrouvé là où il est. Il a projeté, répété et amplifié la fréquence qui correspondait à ce résultat. La technique de Tho ne concernait pas la magie au sens ordinaire du terme. Elle concernait la maîtrise. La maîtrise de ce générateur de fréquences internes que l'on nous a appris à ignorer. Et il y a un certain danger là-dedans, n'est-ce pas? Une personne qui réalise que ses pensées façonnent son monde devient dangereuse, non pas pour les autres, mais pour les systèmes qui dépendent de la passivité et de l'ignorance des masses. Quand une personne commence à diriger consciemment son attention, l'énergie suit inévitablement. Et quand l'énergie suit, la matière se réarrange. Ce n'est pas instantané. Ce n'est pas une fantaisie, mais cela se produit inévitablement. L'énergie bouge en premier, la forme suit en second. C'est une loi universelle. Par conséquent, quand on parlait de l'esprit comme du médium de la création, il donnait à l'humanité un guide que personne d'autre n'aurait pu donner. Tho affirmait que se connaître, c'est comprendre les leviers de l'univers. Cela ne signifie pas que l'on obtient un contrôle total sur le monde, mais que l'on s'accorde à ses rythmes fondamentaux. Et quand l'instrument est accordé, la mélodie qu'il joue change inévitablement. On nous a appris à croire que le monde peut être changé par la force, mais les sages anciens avaient une compréhension plus profonde. Le subtil dirige toujours le grossier. L'invisible guide toujours le visible. Et si les pensées d'une personne peuvent déplacer l'énergie, et que l'énergie, à son tour, crée la forme, alors la question n'est pas de savoir si elle façonne sa vie, mais si elle le fait consciemment. L'être humain n'est conscient, sensible, accordé aux vibrations subtiles du monde. Dans son enfance, il ressentait le monde bien plus profondément qu'il ne pouvait le comprendre. Il pouvait sentir la tension dans une pièce avant même qu'un mot ne soit prononcé. Il regardait fasciné la lumière du soleil, observant comment elle dansait dans les particules de poussière. Il imaginait des choses réelles, et communiquait avec l'invisible. Ce n'était pas de la fantaisie. C'était une perception pure, non filtrée. On ne lui avait pas encore appris à bloquer ses sensations. On ne lui avait pas encore dit quels sentiments étaient réels et lesquels étaient absurdes. Mais le système était patient. Il n'avait pas besoin de se battre avec lui. Il lui fallait juste du temps. Puis vint l'école. Non pas celle qui enseigne la vraie connaissance, mais celle qui habitue à un certain ordre. On enseignait à l'enfant à rester tranquille, à ne parler que lorsqu'on l'interrogeait, à suivre un emploi du temps strict et à étouffer son monde intérieur. La créativité devint une matière distincte et non un état d'être naturel. La curiosité se transforma en fardeau. L'enfant cessa de poser la question « pourquoi ?». Il cessa d'écouter son corps. La sonnerie dictait quand penser, quand bouger, quand s'arrêter. Les leçons portaient moins sur les mathématiques ou la langue et plus sur l'obéissance et le rythme, entraînant le système nerveux à réagir aux commandes externes. L'énergie ne faisait pas partie du programme. Pas cette énergie-là. Bien sûr, on enseignait à l'homme les combustibles fossiles et l'électricité, mais pas le champ bioélectrique de son propre corps. Pas la fréquence électromagnétique de son cœur, pas comment sa respiration module son champ énergétique, pas comment l'immobilité aiguise la perception, ni comment l'intention porte un impact vibratoire. Ce genre d'énergie était délibérément exclu. Car si l'homme apprend à diriger son énergie, il ne sera pas facile à contrôler. Au lieu de cela, le système a remplacé la conscience par le bruit. De l'école, l'homme est passé aux médias. Dessins animés, lumière clignotante, montage rapide, algorithmes conçus pour capter son attention et la disperser. On ne lui a jamais appris à contrôler ses pensées, mais on lui a servi des millions d'images destinées à les contrôler pour lui. Le consumérisme est devenu la culture dominante. L'homme a appris à chercher la satisfaction dans ce qui peut être acheté, et non dans ce qui peut être ressenti. On ne lui a pas appris à respirer. On lui a appris à faire défiler. Mais il faut clarifier,
Ce n'est pas un dysfonctionnement du système. C'est le système lui-même. Car l'homme, habitué à ignorer son énergie, sentira toujours qu'il lui manque quelque chose. Et ce vide, cette douleur subtile, c'est ce qui le pousse à consommer plus, à obéir plus et à douter moins. Il cesse de regarder en lui-même et commence à chercher des réponses à l'extérieur, sans jamais réaliser que sa propre fréquence a été capturée. C'est là le génie du système. Il n'enchaîne pas le corps de l'homme. Il étouffe son signal intérieur. Pensée Y. Pourquoi la méditation est-elle considérée comme un luxe et non comme une compétence de base? Pourquoi les pratiques respiratoires sont-elles perçues comme alternatives alors qu'elles sont le fondement du système nerveux humain? Pourquoi les pratiques énergétiques les plus efficaces sont-elles cachées derrière des clichés spirituels ou enfouies dans des stéréotypes culturels? Parce qu'elles fonctionnent. Elles ne necessitent ni applications, ni pilules, ni abonnements. Elles ne peuvent être monétisées, brevetées ou taxées. Et le pire pour ceux qui sont au pouvoir, c'est qu'elles rendent l'homme autonome. Un homme qui sait réguler son énergie ne peut être manipulé par la peur. Un homme qui comprend que ses pensées influencent son environnement ne tombera pas dans le piège du mensonge de l'impuissance. Celui qui est accordé à sa propre fréquence est capable de sentir la vérité derrière les mots et la tromperie cachée dans les sourires. C'est dangereux. Non pas parce que cela mène à la rébellion, mais parce que cela mène à la souveraineté. L'homme devient l'auteur de sa propre expérience. Le scénario ne l'écrit plus. Il commence à l'écrire lui-même. Ainsi, lorsque les gens rejettent ces connaissances comme ésotériques ou non scientifiques, il faut comprendre d'où vient cette réaction. Elle vient de l'éducation. Elle vient de nombreuses années d'apprentissage selon lesquelles tout ce qui est invisible est imaginaire, que seul le physique est réel et que l'expertise se trouve en dehors de soi. Mais l'homme n'a pas besoin de permission pour accéder à ce qui lui appartient déjà. Il doit se souvenir. Il doit désapprendre. Il doit retrouver cette conscience subtile que le système s'est tant efforcé d'émousser. Car voici la vérité. L'énergie a toujours été là. Elle n'a pas disparu. On a simplement appris à l'homme à ne plus la sentir. Le monde qu'il voit n'est pas le monde tel qu'il est réellement. C'est le monde tel qu'on lui a appris à le percevoir. Et dans les fragments des anciens enseignements se cache une carte pour sortir de cette illusion. Les textes hermétiques, attribués à Thoth sous son nom grec Hermès Trismégiste, n'étaient jamais destinés à être des écritures religieuses. Ils représentaient bien plus que de simples textes. Ils étaient des plans, des instructions codées pour décrypter la réalité elle-même. Cependant, pour l'œil non averti, ces connaissances semblaient n'être que de la poésie. Pour un esprit endoctriné, elles étaient perçues comme du mysticisme. C'est là que résidait leur sens profond. Le principe, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Cette phrase est peut-être familière à beaucoup, et certains l'ont même citée. Mais quelqu'un en a-t-il déjà ressenti la véritable signification? Ce n'est pas seulement une réflexion philosophique. C'est une équation, une loi universelle. Ce qui se passe dans le monde visible est un reflet exact de ce qui se passe dans l'invisible. L'univers n'est pas composé de parties distinctes et isolées. C'est un miroir multicouche. Le monde extérieur d'une personne reflète sa fréquence intérieure. Changez l'un, et l'autre suivra inévitablement. Et pourtant, personne n'enseigne cela dans les cours de sciences. Personne n'explique que l'état intérieur d'une personne est la cause première. Au lieu de cela, on lui apprend à traiter les symptômes, à corriger les résultats, à réagir aux conséquences. Mais la sagesse de Thoth dit « Commencez par la source, commencez de l'intérieur ». Le Kybalion, l'un des textes hermétiques clés, expose ces principes, tous découlant d'une vérité fondamentale. L'univers est mental, non pas au sens métaphorique, mais au sens littéral. Tout est pensé. Cela signifie que tout autour de l'homme est formé par la conscience. Non seulement la sienne, mais aussi la conscience collective, cosmique, universelle. Ce n'est pas un créationnisme égocentrique. C'est un alignement participatif. Lorsque l'homme accorde son esprit personnel au schéma plus large par la pensée, la respiration et l'intention, il ne lutte plus contre le courant. Il commence à le diriger. Examinez les temples anciens et les écoles de mystère, et vous verrez les mêmes schémas se répéter. Géométrie, vibration, symboles de lumière et de fréquence. Ce n'étaient pas de simples décisions esthétiques. C'étaient des technologies. La géométrie sacrée n'était pas une décoration. C'était une architecture énergétique. Chaque angle, chaque rapport, chaque proportion était choisie pour résonner avec le corps humain. Pour amplifier son champ, créer une cohérence entre la structure et l'être qui s'y trouve. Ces temples n'étaient pas construits pour impressionner les dieux. Ils étaient construits pour accorder les gens. Même le langage de l'alchimie, transmutation, purification,
or intérieur, n'a jamais concerné la transformation du plomb en métaux précieux. Il s'agissait de transformer l'homme dense en un être rayonnant. Il s'agissait de purifier l'énergie par la volonté, d'équilibrer les polarités intérieures et de devenir un vaisseau conscient pour le divin. Ce divin n'était pas quelque chose de séparé. C'était la fréquence de la vie elle-même, accessible par une conscience disciplinée et un alignement vibratoire. Et tout cela était caché à la vue de tous. Non pas parce que c'était trop complexe, mais parce que c'était trop puissant. Si la connaissance est pouvoir, alors la sagesse hermétique est le code de la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi brise la dépendance. Si une personne n'a plus besoin de permission pour être en bonne santé, si elle ne dépend plus d'une validation externe pour trouver un sens, si elle peut générer clarté, force et connexion de l'intérieur, alors que peuvent-ils lui vendre? Que peuvent-ils contrôler? C'est pourquoi ces enseignements ont été dilués, obscurcis et finalement ridiculisés. C'est pourquoi le Kybalion est considéré comme marginal. Alors que le conformisme est appelé éducation, la vérité ne disparaît pas. Elle attend. Elle est tissée dans les symboles, cachée derrière les phrases et attend les yeux qui pourront à nouveau voir. Et si une personne est arrivée jusqu'ici, elle commence déjà à se souvenir. Parce qu'au fond d'elle, une partie d'elle sait que ce n'est pas une nouvelle information. C'est une vieille vérité qui refait surface. Familière, non pas parce qu'elle l'a lue, mais parce qu'elle a toujours été là, codée dans son corps, sa respiration, sa connaissance. Elle n'a pas besoin de comprendre chaque symbole ou de mémoriser chaque loi. Elle a juste besoin de sentir ce qui est réel. Et quand elle le fera, les principes hermétiques cesseront d'être une théorie. Ils commenceront à devenir une lentille à travers laquelle elle voit tout. Elle cessera de réagir à la vie et commencera à la lire. Le chaos devient rythme. La peur devient un signal. Et l'homme comprend que Tho n'est pas venu pour mystifier le monde. Il est venu pour montrer comment le lire. La science, à sa base, est censée être une quête de vérité. Mais lorsque la vérité commence à contester le contrôle, elle est discrètement redirigée, purifiée, classifiée, discréditée. On a dit à l'homme que tout ce qui est ancien est non scientifique, que si cela ne peut être mesuré, cela ne peut être réel. Mais que se passe-t-il lorsque la science commence à confirmer les principes mêmes qui étaient autrefois ridiculisés comme du mysticisme? Soudain, la frontière entre la sagesse ancienne et les découvertes modernes commence à se dissoudre, et ce qui était autrefois appelé magie commence à ressembler beaucoup à une science oubliée. La physique quantique ne contredit pas la loi hermétique. Elle la confirme. L'expérience de la double fente prouve que l'acte d'observation modifie le comportement des particules. En d'autres termes, la présence de la conscience modifie le résultat de la réalité. Ce n'est pas de la philosophie. C'est mesurable. L'effet de l'observateur n'est pas une théorie, c'est une porte. Il affirme que l'esprit ne se contente pas d'expérimenter la matière, il interagit activement avec elle. Et ce que Tho proclamait il y a des milliers d'années, que la pensée forme la forme, est aujourd'hui répété par les physiciens, même s'ils ne le disent pas toujours ouvertement. L'énergie scalaire est un autre fil qui relie les connaissances anciennes et la science moderne. Elle ne se déplace pas en ondes, comme les champs électromagnétiques traditionnels. Elle est non linéaire, liée au point zéro et capable de pénétrer la matière solide sans résistance. Cela vous semble familier? C'est cette même énergie que Tho décrivait. Celle qui existe au-delà du visible, au-delà de l'espace et du temps, et qui est influencée par l'intention et l'alignement. C'est l'énergie du vide, un champ qui ne réagit pas aux machines, mais à la conscience. La raison pour laquelle l'énergie scalaire n'est pas abordée dans la physique dominante n'est pas due à un manque de potentiel, mais à son excès. Des armes ont été théorisées avec elle. Des dispositifs de guérison ont été brevetés grâce à elle. Et pourtant, on n'a jamais enseigné cela à l'homme. Pourquoi? Parce que si l'énergie peut être influencée par la pensée, et si la guérison peut se produire par la cohérence, et si le corps n'est pas seulement physique, mais aussi vibratoire, alors la médecine change radicalement. Alors les structures de pouvoir, construites sur la maladie, la dépendance et la suppression, commencent à s'effondrer. Et il ne faut pas se tromper, ces systèmes ne sont pas créés pour l'autonomisation de l'homme. Ils sont créés pour leur autopréservation. Les personnes dotées de pouvoir ne pensent pas seulement différemment. Elles vivent différemment. Elles n'achètent pas ce dont elles n'ont pas besoin. Elles n'obéissent pas à ce qui ne résonne pas. Elles n'ont pas peur de ce qu'elles peuvent comprendre. Même la cymatique, la science de la façon dont les fréquences sonores façonnent la matière, nous montre que la vibration n'est pas abstraite. C'est une forme. Le son crée la structure. Certaines fréquences produisent l'ordre. D'autres produisent le chaos. Quand une personne parle, ces mots ne sont pas seulement des sons. Ce sont des vibrations. Quand elle pense, elle ne mène pas seulement un dialogue intérieur. Elle forme des champs subtils. Les anciens utilisaient le chant, les vocalises, la respiration.
Les pratiques anciennes et le silence servaient à accorder leur système, tels des instruments de musique. Leur rituel n'était pas un spectacle. Ils alignaient leurs fréquences internes avec le grand chant. Aujourd'hui, nous appelons cela alternatif. Mais la vérité n'a rien d'alternatif, elle est juste oubliée. La véritable fracture n'est pas entre la science et la spiritualité. Elle se situe entre l'exploration ouverte et le contrôle institutionnel. La vraie science ne craint pas ce qu'elle ne comprend pas encore. Mais la science d'entreprise, celle qui est possédée, financée et filtrée par le profit, ne peut se permettre des découvertes qui perturbent le modèle existant. Et ce sont les modèles qu'elle protège, pas la vérité. Car la vérité libère, et la libération est mauvaise pour les affaires. C'est pourquoi quelqu'un comme Tho, qui enseignait que l'énergie est un droit inné et que la conscience est l'architecte de la forme, a été mythifié jusqu'à l'oubli. C'est pourquoi la médecine vibratoire est présentée comme un placebo, tandis que la dépendance chimique est normalisée. C'est pourquoi l'homme a été éduqué à penser que la pensée est passive et que la matière domine. Car si l'inverse était accepté, toute la hiérarchie s'effondrerait. La blouse de laboratoire deviendrait un outil, non un trône. Le corps deviendrait intelligent, non défectueux. L'esprit deviendrait créatif, non chaotique. Mais l'homme n'a pas besoin de permission pour reconnaître la résonance. Il la ressentie. Il est entré dans des pièces qui semblaient lourdes sans raison. Il a rencontré des gens dont la présence l'apaisait avant même qu'ils ne parlent. Il a entendu de la musique qui changeait ses émotions en quelques secondes. Il a eu des pensées qui semblaient modifier toute son humeur. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des indices. Des échos d'une vérité qui précède les systèmes modernes. Une vérité qui dit que l'énergie est réelle, la vibration est une loi, et la conscience est l'interface. Et quand la science cessera de défendre ses modèles pour suivre ses propres données, elle redécouvrira ce que les anciens savaient déjà. D'ici là, la responsabilité de se souvenir incombe à l'homme lui-même. Le savoir le plus dangereux est toujours caché dans les symboles, non parce qu'il est vague, mais parce qu'il protège les non-préparés de la méprise. La technique de Tho, souvent évoquée dans des fragments de textes hermétiques et de traditions des écoles de mystère, n'a jamais été transmise comme un guide pas à pas. Elle était codée dans la géométrie, intégrée au rituel, murmurée à travers des métaphores et farouchement gardée pour une seule raison. Elle fonctionnait non comme une métaphore, non comme une inspiration, mais comme une méthode fonctionnelle de gestion consciente, intentionnelle et ciblée de l'énergie. Les anciens ne séparaient pas le corps de l'esprit, ni l'esprit du souffle. Ils voyaient l'homme comme un système continu unique, électrique, magnétique, vibratoire et conscient. Le système de Tho opérait dans ce cadre. Il ne s'agissait pas de croyance, mais d'alignement. L'homme devenait un instrument. Et en l'accordant précisément, il pouvait interagir avec le champ qui façonnait toutes les formes. En termes modernes, il pouvait modifier le code. Cela commençait toujours par le silence. Non pas l'absence de bruit, mais l'absence d'interférence. L'enveloppe physique devait être au repos, la respiration aisée et rythmée, et l'esprit non pas vide, mais au contraire, clairement focalisé et dirigé. Les anciens sages ne cherchaient pas à supprimer la pensée. Leur but était sa maîtrise complète. La phase initiale de cette technique était entièrement dédiée à l'atteinte de la cohérence. Lorsque l'esprit et le corps sont désynchronisés, le champ énergétique de l'individu se disperse. Si les émotions sont réactives, le signal interne perd sa stabilité. Par conséquent, la première étape consistait en un profond alignement interne, synchronisant la respiration, la conscience et l'état émotionnel. Ce n'était pas une pratique spirituelle au sens habituel. C'était plutôt une préparation méticuleuse, comparable à l'accordage des cordes d'un instrument de musique avant l'exécution d'une symphonie. Ensuite venait la formation de l'intention, qui différait substantiellement d'un vague désir ou d'affirmation superficielle. Dans le contexte hermétique, l'intention signifiait une volonté concentrée, une fréquence de pensée unique et focalisée, maintenue sans contradictions internes. L'émotion n'était pas simplement présente, elle agissait comme une puissante source d'énergie. L'individu ne se contentait pas de visualiser ce qu'il désirait, il le ressentait profondément. Il générait une expérience interne si forte et cohérente que le champ énergétique commençait à réagir, comme si le désir était déjà une réalité. Les anciens sages savaient parfaitement que la réalité est initialement formée et modifiée dans la dimension invisible. La voix et la respiration servaient de puissants outils de projection. Le chant n'était pas un acte aléatoire. Il représentait une méthode de vibration du corps, activant des fréquences internes qui s'harmonisaient avec le champ général. La respiration modulait le système nerveux, ancrant la fréquence créée dans la forme physique. Chaque inspiration était perçue comme une attraction d'énergie, et chaque expiration comme sa direction ciblée. Lorsque ces éléments s'harmonisaient avec la pensée et le sentiment, cela se transformait en une transmission d'énergie subtile,
mais nullement faible. À quoi servait donc cette technique? Son objectif différait de la compréhension moderne du contrôle ou de la manipulation d'autrui. Elle était utilisée pour influencer délibérément soi-même, son environnement et les probabilités d'événements autour de l'individu. Cela concernait la santé, la clarté de pensée, la maîtrise émotionnelle. Même le magnétisme, qui attire certaines personnes ou événements vers soi, n'était pas laissé au hasard. Il était ajusté, accordé et dirigé par ceux qui maîtrisaient cette méthode. Les résultats n'étaient pas parfaits ou infaillibles, mais ils étaient suffisamment constants pour que cette tradition perdure pendant des millénaires. Bien sûr, les écrits qui nous sont parvenus sont fragmentaires. La majeure partie des initiations originales étaient transmises oralement, par des rituels et l'expérience directe. Cependant, les quelques vestiges qui subsistent indiquent invariablement la même essence fondamentale. Le champ énergétique autour de l'homme est programmable, et l'homme lui-même, dans son état naturel, est ce programmeur. C'est précisément pour cette raison que cette technique a été si fortement mythifiée. Car si elle est perçue comme une simple légende, l'homme ne tentera pas de l'appliquer. Si elle est rejetée comme une ancienne fantaisie, il ne pourra pas se souvenir de ce que son propre corps sait déjà. Même à l'époque moderne, certains aspects de cette méthode sont redécouverts sous diverses appellations. Neurosciences, bioénergétique, pratiques respiratoires, guérison vibratoire. Cependant, étant coupés de leur contexte originel et holistique, ils sont souvent réduits à des astuces superficielles ou à des tendances éphémères de bien-être. La vérité est qu'il ne s'agissait jamais d'atteindre des états de calme temporaire. L'essence résidait dans une transformation profonde, dans le souvenir de la manière d'interagir consciemment et de manière responsable avec les éléments fondamentaux de la réalité. Car le champ énergétique ne réagit jamais aux mots prononcés, mais à ce que l'homme porte en lui, à ce qu'il croit sincèrement et à ce qu'il émet constamment. Cette technique ne concernait pas la performance extérieure, mais la transformation intérieure. Et dès que l'individu devient entier, focalisé et aligné, le monde extérieur n'a d'autre choix que de refléter cet état. Ce n'est pas du mysticisme. C'est la mécanique de l'esprit et de l'énergie, cachée pendant des siècles, qui attend maintenant d'être revécue et appliquée. Le savoir n'est pas toujours caché dans l'obscurité. Parfois, il est dissimulé à la vue de tous, enfoui sous le ridicule, renommé fantaisie ou déformé en un divertissement inoffensif. C'est ce qui est arrivé aux enseignements de Tao. Ils n'ont pas été brûlés ou perdus. Ils ont été dévalorisés, privés de leur contexte original, revêtus de mythologie et classés dans la catégorie des légendes. Car si l'on mythifie quelque chose assez longtemps, les gens cessent d'y voir un système cohérent et commencent à le percevoir comme une simple histoire. Et personne n'essaie de vivre une histoire. On écoute, on hoche la tête et on oublie. C'était là le sens initial. La technique que nous avons analysée n'a pas été interdite parce qu'elle était fausse. Elle a été interdite parce qu'elle rendait difficile le contrôle des masses. Elle contournait les institutions existantes. Elle ne nécessitait ni temple, ni clergé, ni certification. Elle ne demandait pas de permission. Elle enseignait que la vraie puissance commence dans le silence de l'esprit de l'homme. Que la réalité obéit à l'énergie focalisée. Que la souveraineté n'est pas quelque chose qui est accordé par des systèmes extérieurs, mais quelque chose qui est rappelé et réalisé. Et pour ceux qui cherchent le contrôle, il n'y a rien de plus dangereux qu'une population qui se souvient de sa puissance innée. Les systèmes de contrôle exigent par nature la désunion et le sentiment d'impuissance chez les individus. Si l'homme croit que ses pensées sont purement personnelles, passives et impuissantes, il ne cherchera le changement qu'à l'extérieur. S'il est convaincu que son corps est un assemblage aléatoire de parties disparates, il abandonnera docilement sa santé aux mains de ceux qui détiennent une licence. S'il considère ses émotions comme un fardeau irrationnel, il les réprimera jusqu'à ce qu'elles sapent son harmonie intérieure. Au moment où l'homme oublie que chaque partie de lui est énergétique, intelligente et programmable, il devient beaucoup plus facile à contrôler. Et il faut le comprendre clairement, cette suppression n'était pas accidentelle. Lorsque les empires s'élevaient, ils le faisaient non seulement en conquérant des terres, mais aussi en conquérant des connaissances. Les anciennes écoles de mystère n'enseignaient pas seulement des rituels. Elles préservaient la science vibratoire. Les temples d'Égypte, les initiations en Grèce, les pratiques respiratoires védiques en Inde, tout cela faisait partie d'un vaste réseau de compréhension énergétique, non de croyance, mais bien d'une profonde compréhension. Ces cultures n'adoraient pas la nature. Elles l'étudiaient, s'harmonisaient avec elle et reflétaient ses principes dans leur propre système. Mais à mesure que le pouvoir se consolidait, la sagesse décentralisée devint une menace. Rome ne se contenta pas de brûler des bibliothèques, elle les remplaça par la doctrine. La religion ne se contenta pas de réinterpréter les symboles, elle les renomma péchés. Les principes féminins d'intuition, de réceptivité et de connaissance intérieure furent supprimés. Les principes masculins de domination et de hiérarchie furent glorifiés.
Et soudain, le travail énergétique devint une hérésie. La souveraineté intérieure devint une rébellion. Le silence devint suspect. Le rituel devint un blasphème. Et les gens oublièrent. Mais l'oubli ne signifie pas que la connaissance a été perdue. Cela signifie qu'elle a été préservée, codée dans des symboles, des histoires et l'architecture. Elle a survécu dans les murmures, dans les lignées, dans les rêves. Et maintenant, à l'ère de l'information, elle refait surface. Non pas parce que c'est à la mode, mais parce que quelque chose en nous est de nouveau prêt. Prêt à cesser d'externaliser notre pouvoir. Prêt à cesser d'étouffer nos instincts. Prêt à cesser d'attendre des changements extérieurs et à commencer à les générer de l'intérieur. Néanmoins, la résistance demeure. La science dominante ignore ce champ. L'éducation enseigne à mémoriser, non à se souvenir. Les médias maintiennent l'homme en état de surexcitation, de sous-alimentation et de réactivité émotionnelle. Chaque système avec lequel il interagit quotidiennement a été conçu pour maintenir sa fréquence en mode survie. Basse, dispersée, prévisible. Car les gens en mode survie n'inventent pas. Ils ne posent pas de questions. Ils ne se réveillent pas. Mais un changement s'opère. Silencieux, constant, undeniable. Les gens commencent à ressentir ce qui ne peut être mesuré. Ils perçoivent une dissonance là où ils trouvaient auparavant du confort. Ils remettent en question des récits qui semblaient autrefois absolus. Et ils découvrent que ce qu'on leur a dit de rejeter, leur sens intérieur, leur énergie, leur alignement est précisément ce qui change tout. C'est pourquoi cette technique a été interdite. Non pas parce qu'elle ne fonctionne pas, mais parce qu'elle fonctionne. Et quand l'homme l'applique, quand il aligne son esprit, son souffle, son attention, il cesse de participer à l'ancienne histoire, il cesse d'être un nœud passif dans le programme d'autrui. Il commence à créer sa propre réalité, non par la force, mais par la fréquence. Non en fuyant le monde, mais en réajustant la manière dont il le traverse. La vérité n'a jamais été perdue. Elle a juste été réduite au silence. Mais le silence, comme la paix, attend juste d'être entendu. À un certain point, la question passe de « est-ce réel ?» à « pourquoi ai-je jamais pensé que ça ne l'était pas ?» Ce changement ne vient pas de preuves, de graphiques ou de diplômes. Il vient de l'expérience. Du moment où l'homme ressent ce léger déclic en lui. Quand le bruit s'apaise, la respiration s'approfondit et il réalise qu'il n'observe pas la vie. Il la génère. Non par la force brute, mais par l'alignement, la clarté, une présence si immobile qu'elle commence à attirer la réalité à elle. C'est alors que le souvenir devient incontestable. C'est alors que l'homme cesse de chercher la magie et commence à agir comme elle. Il ne s'agit pas de devenir quelque chose de nouveau. Il s'agit de se débarrasser de ce qui ne lui a jamais appartenu. Le doute programmé, la peur conditionnée, la honte héritée autour de sa propre puissance. L'homme n'a pas besoin d'être éclairé pour utiliser l'énergie. Il est déjà énergie. La seule différence entre celui qui influence le champ et celui qui ne le fait pas, c'est la conscience. Le champ écoute toujours. La seule question est de savoir si l'homme lui parle intentionnellement ou inconsciemment. Le retour de sa puissance commence par ceci, accepter qu'il a toujours possédé. Que les sensations subtiles qu'il a autrefois rejetées, ses pressentiments intuitifs, ses éclairs de synchronicité, ces moments de calme qui semblaient étirer le temps, n'étaient pas des anomalies. C'était son signal, perçant les interférences. Le système lui a appris à appeler cette intuition une coïncidence, cette clarté un hasard, cet alignement de la chance. Mais si c'était l'état par défaut? Et si on lui avait simplement appris à s'en déconnecter? Quand l'homme rétablit ce canal, tout commence à changer, pas instantanément, pas brusquement, mais de manière cohérente. Sa façon de parler change, car il est conscient de la vibration. Sa façon de penser devient plus intentionnelle, car il comprend que la pensée est une transmission. La manière dont l'homme évolue dans le monde devient moins réactive, plus résonante, et son entourage le ressent. Ils ne réalisent peut-être pas ce qui a changé en lui, mais ils y réagiront. Car la cohérence possède une propriété magnétique. L'individu devient une contradiction vivante à la programmation du monde. Il manifeste le calme quand les autres sont en panique. Il éclaire quand les autres sont perdus. Il possède une force sans avoir besoin de dominer autrui. C'est une révolution silencieuse. Un individu cohérent émet plus d'influence qu'une centaine de personnes dispersées. Non pas parce qu'il contrôle les autres, mais parce qu'il a cessé d'être contrôlé lui-même. Et l'homme n'a pas besoin de maîtriser chaque technique pour commencer. Il lui suffit de se calmer suffisamment pour écouter, de respirer intentionnellement, d'observer sans réagir, de penser en fréquence, et non plus seulement en concept. L'esprit aspire à la complexité. Le champ réagit à la simplicité. L'alignement est plus important que l'effort, la conscience plus que le savoir,
la présence plus que la performance. Mais s'il y a jamais eu un moment pour commencer, c'est maintenant, car pendant que l'homme se souvient, d'autres se souviennent aussi. Une vague traverse le collectif, et elle n'est pas bruyante, mais puissante. Les gens débranchent les distractions, remettent en question les normes, ressentent la pression d'une réalité qui ne convient plus. Cette pression n'est pas la fin. C'est un canal de naissance. Le choix appartient à l'homme. Va-t-il y résister ou respirer avec? Va-t-il l'étouffer ou l'écouter? Va-t-il continuer à attendre que quelqu'un d'autre change le monde, ou va-t-il enfin se souvenir qu'il est la fréquence que le monde attendait? Il ne s'agit pas de croyance. Il s'agit de résonance. Si cette vérité éveille quelque chose en l'homme, ne la laissez pas s'éteindre. Ne passez pas à autre chose. Asseyez-vous avec cela. Demandez-vous, et si j'avais été puissant tout ce temps? Et observez ensuite les réponses qui viendront, non de l'extérieur, mais du champ dont il a toujours fait partie. Chaque tradition ancienne, chaque enseignement mystique, chaque parchemin caché ayant traversé le feu des âges, enfoui, interdit ou brûlé, dit la même chose avec des mots différents. L'homme est un vaisseau, un canal, une source. Ce que Tho enseignait n'était pas un mythe. C'était une mémoire, non une fiction, mais une fonction. Un rappel que l'énergie n'est pas ce que l'homme utilise. C'est ce qu'il est. Et l'oublier, c'est vivre une ombre dans sa propre vie. Mais se souvenir, vraiment se souvenir, c'est dépasser le rôle qui lui a été attribué et devenir le créateur qu'il a toujours été destiné à être. Nous vivons dans un monde où la connaissance de cela rend l'homme dangereux. Non pas qu'il fera du mal, mais parce qu'il cessera d'être contrôlé. Une société qui tire profit de ses doutes ne peut survivre à sa conscience. C'est pourquoi les systèmes de pouvoir travaillent si dur pour le maintenir dans un état de torpeur. Pourquoi les écoles enseignent rarement le silence? Pourquoi la science dépouille le sacré? Pourquoi les médias remplacent la sagesse par le bruit? Parce que quand l'homme voit clair, vraiment clair, personne ne pourra lui vendre ce qu'il possède déjà. Personne ne pourra posséder ce qu'il a récupéré. Et ce qu'il récupère maintenant, c'est plus qu'une idée. C'est son droit de naissance. Sa capacité à focaliser son intention, à modifier sa fréquence interne et à créer des changements à l'intérieur et à l'extérieur n'est pas réservé aux moines, aux mystiques ou aux élus. C'est pour lui. Cela a toujours été le cas. Mais le pouvoir sans clarté est le chaos. C'est pourquoi les enseignements, comme ceux de Tho, étaient autrefois destinés aux initiés. Ceux qui avaient prouvé qu'ils les utiliseraient avec un but, et non par ego. Non pas que le savoir soit dangereux, mais que l'esprit non entraîné est dangereux. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de pratique. L'énergie n'a pas besoin de croyance pour fonctionner. Elle réagit à l'attention, à la cohérence, à la présence. L'homme peut commencer dès maintenant, où qu'il soit. Pas besoin d'autel, juste de conscience, de souffle, d'intention. Chaque moment est une invitation à l'alignement, à changer son état intérieur avant de réagir à l'extérieur, à écouter profondément avant de parler, à remplir ses mots de sens et non de bruit. Au début, l'homme commencera à remarquer de subtils changements. Les gens le traiteront différemment, sans comprendre pourquoi. Des synchronicités fortuites, plus de clarté dans le chaos. Mais bientôt, les changements s'intensifieront. La santé s'améliorera. Les idées viendront plus vite. Les émotions s'apaiseront. Il commencera à naviguer dans le monde comme s'il réagissait à lui, parce que c'est le cas. Non pas comme un maître au-dessus de lui, mais comme un participant conscient. Le voile se lève. Le scénario perd de son pouvoir. Et pour la première fois, l'homme ressentira la différence entre exister et vivre vraiment. Mais ce chemin n'est pas destiné à être parcouru seul. Car si l'éveil commence individuellement, sa véritable force réside dans le collectif. C'est pourquoi nous sommes maintenus divisés, distraits, méfiants, isolés. Parce que lorsque les individus éveillés s'unissent, le système ne tient plus. Quand nous cessons de nous disputer sur des illusions et commençons à plonger dans la vérité, une nouvelle fréquence apparaît, qui ne peut être étouffée, achetée ou brisée. Elle s'amplifie. Cette nouvelle fréquence se propage inéluctablement. Et elle a la capacité de restructurer la réalité elle-même, agissant de l'intérieur vers l'extérieur, transformant les fondements même de l'être. Cette connaissance a été cachée non pas parce qu'elle contenait des mensonges, mais parce qu'elle était trop vraie, excessivement libératrice et incroyablement puissante. L'ère du secret est terminée. Les anciens parchemins sont désormais déroulés, et les murs autrefois inébranlables qui dissimulaient la vérité commencent à se fissurer, annonçant sa pleine révélation. Et la voix intérieure, qui chuchotait à peine dans la poitrine de l'homme depuis son enfance, devient maintenant de plus en plus forte et distincte. Le temps est venu de cesser d'attendre passivement que quelqu'un d'extérieur active le potentiel intérieur. L'homme lui-même est cette activation. Il est lui-même cette technique, cette méthode.
Il représente lui-même ce champ qui façonne la réalité. Et chaque pas suivant est désormais son propre chemin, qu'il est appelé à façonner à sa guise.